Michel Platini a remporté 3 fois le Ballon d'Or en 1983, 84, 85. C'est le recordman parce que ces 3 titres, il les a conquis d'affilée. C'est le meilleur joueur français de tous les temps, avec des moyens physiques modestes peut-être, mais une qualité exceptionnelle, c'est sa vision, c'est son œil, c'est sa capacité à anticiper. C'est aussi une très très grande économie de gestes, une très grande simplicité, toujours tournée vers l'efficacité. Et puis c'est un joueur disposant d'un très très grand charisme, d'une très grande autorité auprès de ses camarades et auprès de tout le monde d'ailleurs. Et on pourrait dire que Michel Platini dispose à la fois de la fantaisie de Fanfan la Tulipe et puis de sa capacité à bien jouer de son épée. Quand la vie devient hasard ou coup de chance, parfois même les deux. Nous sommes le 23 février 1982. La RAI retransmet en direct depuis Paris, France-Italie. Dans sa maison située sur les hauteurs de Turin, Gianni Agnelli suit cette rencontre à la télévision. Sur la pelouse du Parc des Princes, il voit le numéro 10 français dominer les Azzurri. Ce numéro 10 s'appelle Platini, un nom à consonance italienne. Il est d'origine piémontaise. Et c'est justement au Piémont, car voulu par l'avvocato Agnelli, qu'il deviendra bientôt le meilleur joueur français, puis le meilleur joueur du monde, l'un des plus grands de tous les temps, le plus italien de France et le plus français d'Italie. Pour tous, le roi. Et non seulement c'était un joueur de grand talent, mais c'était aussi un chef. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur tous les autres joueurs. Il avait de l'influence sur le jeu, il avait de l'influence sur les résultats. Parce que c'était un joueur très technique, mais en même temps c'était un gagneur. C'était quelqu'un qui voulait toujours gagner. Et Michel Platini a souvent fait la différence. Il a souvent changé le destin d'un match avec son pied ou avec sa tête, parce que c'était un joueur complet. Je pense que le tournant, c'est quand même la Juve. Lorsqu'il arrive à la Juve, il réalise dans ce championnat italien qui est un championnat dur, difficile. Il réussit à s'imposer quand même dans un grand club comme la Juventus. C'était un des premiers Français qui s'imposait comme ça à l'étranger, qui s'imposait en démontrant, donnant, faisant vraiment tout ce qui était d'un grand joueur, c'est-à-dire marquer la différence. Michel, lui, il n'a jamais été meilleur buteur du championnat de France. Mais par contre, en Italie, où c'était beaucoup plus dur, il a été 3 fois de suite le meilleur buteur. Parce qu'il jouait dans une équipe, la Juventus, où il avait des coéquipiers qui étaient complémentaires d'une façon idéale, quoi. Je dirais, en dehors de ça, sur le terrain, c'était un garçon charmant et en plus, c'est un régal de jouer à côté de lui. 1977 coïncide avec l'année du premier podium de Platini au Ballon d'Or. 3e derrière le Danois Allan Simonsen du Borussia Mönchengladbach et Kevin Keegan de Liverpool. L'année suivante, Platini gagne avec Nancy son premier trophée important, la Coupe de France. Il va sans dire que c'est lui qui a marqué le seul but de la finale contre Nice. Et c'est lui qui, en tant que capitaine, recevra le trophée des mains du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Tout de suite après, il participera à sa première phase finale de Coupe du Monde grâce à la victoire décisive 3-1 contre la Bulgarie durant les qualifications. À Paris, le 16 novembre 1977, Platini marque le 2e but. Avant la Coupe du Monde de 1978, France et Italie se rencontrent à Naples. Michel Platini, on a fait là également un nul, mais Michel Platini a fait un truc extraordinaire ce jour-là. Il y a un coup franc à 25 mètres, Zoff est dans les buts.
Michel Platini tire le coup franc, il marque sur la droite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'arbitre, non, a recommencé. Il met le ballon, il tire une deuxième fois et le met de l'autre côté. Il a marqué sur les 2 coups francs, Azov, il a marqué 2 buts en 1 minute. Ben, c'était un match, on se souvient, parce que l'Italie, pour nous, c'était le sommet du football. Et d'être allé faire match nul à Naples contre l'Italie, ça a été aussi un bon moment. Pour le premier match de la Coupe du Monde 78 qui oppose les deux équipes, la rencontre commence bien pour l'équipe de France. À la première minute, elle prend l'avantage grâce à Bernard Lacombe, mais l'Italie remonte et l'emporte finalement 2-1. Deuxième match, même tarif, défaite 2-1 contre l'Argentine, malgré le premier but de Platini en Coupe du Monde. La France battra ensuite la Hongrie 3-1, mais c'est inutile, les tricolores se classent 3e de leur groupe, synonyme de retour prématuré à la maison. Le match suivant contre l'Italie le 23 février 82 à Paris changera donc la vie de Platini. L'avvocato Agnelli reste émerveillé par le jeu du prodige français et il aurait même téléphoné au directeur du journal L'Équipe pour savoir si ce numéro 10 était en fin de contrat et quel était son prix. Boniperti, tu as vu? De quoi s'agit-il, monsieur Agnelli? Sur l'équipe, on dit que Platini est mis sur le marché. C'est vrai qu'il ferait un grand joueur. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, monsieur Agnelli. Je me renseigne et je vous tiens au courant. Je m'y suis intéressé tout de suite. Les choses ont débuté comme ça. Et il se trouve que les parents de Platini sont originaires d'un village près de Balengo. Chez nous, ce nom de famille se prononce Platini. Mais disons qu'il y a du bon sang dans ses veines, du sang de Novara. Bref, il a signé le contrat et j'ai téléphoné à monsieur Agnelli. Alors, comment ça s'est passé? Monsieur Agnelli, c'est dans la poche. Bien, on s'appelle demain matin. Et dire que 3 ans auparavant, Platini appartenait virtuellement à l'Inter, l'autre club de Milan, avec lequel il avait déjà signé un pré-contrat. Mais la transaction échoue car le président de la fédération italienne Artemio Franchi ferme la frontière. Et c'est ainsi que l'avenir de Platini en Italie se dessinera en noir et blanc. Platini a fait un beau match, alors que Boniek, à mon avis, n'a pas fait de son mieux. Voilà, c'est ça mon commentaire sur nos 2 célèbres champions. Monsieur Agnelli l'aimait bien au-delà du fantastique joueur qu'il était. Ce garçon lui plaisait parce qu'il avait ce charme français qui lui venait naturellement. Il avait toujours la réponse immédiate. C'était quelqu'un de très intelligent. Au-delà de ses qualités footballistiques, bien sûr. Et ça aussi, ça plaisait beaucoup à monsieur Agnelli. L'AS Roma remporte le championnat, mais en Coupe des clubs champions, la Juventus dispute sa première finale européenne, 10 ans après le 0-1 contre l'Ajax. Le 25 mai à Athènes contre Hambourg, la vieille dame se présente comme grande favorite. Platini est attendu, il est scruté. Il se démène sur tous les fronts, mais c'est inutile. Magath surprend Zoff et offre le trophée aux Allemands. Michel se console avec la Coupe d'Italie, 2-0 contre Vérone durant les prolongations, et surtout avec le Ballon d'Or, le premier d'une série de 3 consécutifs. Seuls Cruyff et Van Basten en ont fait autant, mais pas d'affilée. Les Ballons d'Or à l'époque, c'était quand même la seule et grande distinction qu'il y avait.
Et d'être reconnu par tous les journalistes d'Europe signifiait qu'on était le meilleur joueur européen. Donc c'était une chose bien, sympa, et j'étais fier de l'avoir, très fier de l'avoir. Alors 3, n'en parlons pas, alors je suis trois fois plus fier. La Juventus du début des années 80 est une équipe où évoluent 6 champions du monde. Zoff, Gentile, Cabrini, Chirea, Tardelli et Rossi. Il pouvait se transformer il était un véritable numéro 10, un clateur, mais il pouvait se transformer en avant-centre. Je crois d'ailleurs qu'il a fait quelques matchs avant-centre. Une formation solide et impressionnante qui gagne le titre en 84. Platini, milieu de terrain offensif, est sacré meilleur buteur avec 20 réalisations. Ouais, Michel Platini représente bien le numéro 10 par excellence, parce qu'un numéro 10, par sa fonction, c'était l'organisateur, mais un organisateur qui pouvait faire la différence soit par la dernière passe, soit par le fait de marquer un but essentiel. Surtout, il marquait des buts importants. Les Blancs et Noirs s'adjugent également une coupe européenne, la Coupe des Coupes face à Porto. 1984 reste sans doute la meilleure année dans la carrière de Platini. Cet été-là, il remporte le championnat d'Europe dans son pays avec la France. Les Bleus, du célèbre carré magique constitué par Fernandez, Tigana et Giresse et Platini, dominent le tournoi. Les caractéristiques techniques qui nous complétaient, je crois que c'est d'abord l'intelligence de jeu. C'est-à-dire que quand vous avez 2 joueurs qui ont un registre, un jeu qui se ressemble, s'ils s'opposent, on ne peut pas jouer ensemble. Donc c'était de trouver la complémentarité. Et surtout de ma part. Pourquoi ? Parce que Michel, c'était quand même l'homme décisif. Et je devais m'adapter à sa position, à son jeu, à sa demande, et le compléter. La France a été championne, on a été champion, mais lui, Michel, il a marqué 9 buts. Vous savez, on a un record en France. On a le record du meilleur buteur de Coupe du Monde. Juste Fontaine, 13 buts. Et je crois qu'on aura encore longtemps le record du nombre de buts en championnat d'Europe, à 9 buts avec Michel Platini. Il a été rayonnant, il a été extraordinaire, que ce soit sur le premier match, tous les matchs. Il a marqué 3 buts contre la Belgique, 3 buts contre la Yougoslavie. Non, il a été décisif. On a marqué 13 buts, on a été la meilleure attaque du championnat d'Europe. Michel Platini en a marqué 9. 9 sur 13. Il a marqué 3 buts du pied droit. Il a marqué 3 buts du pied gauche. Il a marqué 3 buts de la tête. Qu'est-ce qu'il peut y avoir meilleure statistique de la qualité d'un joueur? Plus complet que lui, ça n'existe pas. Platini. Ed è gol. Errore di Arconada, ma Platini segna per la Francia. Michel Platini, Bossis, Battiston, donc toute une génération qui arrive en 78, qui joue le Coupe du Monde en Argentine, où on est vraiment une équipe avec quelques anciens quand même, puis des bons anciens, Jean-Marc Guillou, Henri Michel, mais où on a un manque d'expérience, quoi. On a tous 20 ans, 21 ans, 22 ans, un manque d'expérience. On arrive en Argentine, on vient pas gagner la Coupe du Monde, quoi. On vient participer. Après 82, là où pour moi il y a eu 82 et 84, ouais, c'était vraiment l'équipe de France était là, vraiment où elle s'est exprimée le mieux. C'était la première fois que la France gagnait un titre au niveau international avec son équipe nationale. Donc on a travaillé on est partis ensemble en 76, ça faisait déjà 8 ans qu'on était ensemble, et c'était l'aboutissement, c'était heureusement une victoire. En 1985, Platini remporte pour la 3e fois le titre de meilleur buteur du Calcio, démontrant une fois de plus ses talents de leader et de finisseur hors pair. Michel, sa grande force, je dirais, c'était la faculté de voir le jeu, de sentir le jeu avant les autres. On disait qu'il avait les yeux partout, donc dès qu'il recevait le ballon,
dans son anticipation, à savoir où étaient les adversaires, les partenaires. Alors, vous n'échangeriez pas Platini contre Maradona? Non, absolument pas. 1985 est aussi l'année de la tragédie de Heysel à Bruxelles. Selon Platini, une certaine idée du football est morte en lui ce jour-là. Le 29 mai, en finale contre Liverpool, il transforme un pénalty qui assure à la Juventus sa première Coupe d'Europe des clubs champions. Sur le moment, Michel exulte de bonheur, oubliant que des supporters viennent de mourir dans les travées du stade. Il regrettera beaucoup par la suite en apprenant l'ampleur du drame. « 1986 est une autre année de réussite pour Platini. Michel est la locomotive de l'équipe. Après un deuxième titre, en blanc et noir, la Juventus remporte à Tokyo la Coupe intercontinentale. Contre Argentinos Junior, outre le pénalty décisif, Platini réalise le plus beau but de sa carrière, injustement refusé par l'arbitre allemand Volker Roth. Non, le but que j'ai rêvé marquer, je l'ai marqué à Tokyo, à la finale de la Coupe intercontinentale contre Argentinos Junior. Mais l'arbitre me l'a refusé pour un autre jeu de position. Durant l'été 1986, Platini dispute sa troisième Coupe du Monde au Mexique. Gara molto attesa che vede di fronte i campioni del mondo, gli azzurri e i campioni d'Europa, i francesi. En huitième de finale, la France élimine l'Italie, champion en titre, et Platini rend fou son marqueur, Beppe Barezzi de l'Inter. À la 16e minute, il trompe même le gardien italien Giovanni Galli. Platini, à ce moment-là, est entré dans la surface, sur ma gauche. Et à ce moment-là, il y avait aussi Cabrini et qui tentait de le rattraper et qui est entré aussi. Alors moi, j'ai fait en sorte de couvrir le plus de surface possible. Mais lui, il a eu le sang-froid de piquer son tir et il a fait passer la balle par-dessus. Mais de cette compétition, on retiendra surtout le splendide quart de finale remporté au tir au but contre le Brésil, avant de s'incliner contre l'Allemagne de l'Ouest 2-0, l'Allemagne de l'Ouest qui perdra la finale contre l'Argentine de Maradona. Le 17 mai 1987, dernier match de championnat contre Brescia. Michel joue là son ultime rencontre avec la Juventus. Il n'a pas encore 32 ans, mais c'est son choix, se retirer au moment où il l'a décidé, plutôt que quand on lui demandera. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ces adieux au football? Ce qui est plus dur, c'est d'avoir 32 ans, de ne plus pouvoir souffrir, de ne plus pouvoir transpirer, de ne plus avoir envie de m'améliorer, car je pense que je ne peux plus m'améliorer, et donc je voudrais pouvoir avoir de nouveau 17 ans et recommencer avec toute mon expérience.